Salut les amis, c'est Géraud de Cap-Auvergne, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, puisque je me trouve en direct de la petite église de Saint-Léger-des-Breuils, dans le département Allier 03, et je vous emmène aujourd'hui bien au cœur du Haut Moyen-Âge. Derrière ces pierres que vous voyez derrière moi, bien se cache un témoignage précieux de la période carolingienne, quand nos rois et nos moines structuraient le territoire et que l'Auvergne occupait déjà une place stratégique entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. À travers ces lieux chargés d'histoire, on comprend mieux comment cette époque a façonné nos paysages et nos villes actuelles. Pour mieux comprendre cela, arrêtons-nous un instant sur le contexte du pays à cette époque. Allez les amis, c'est parti, on est plongé dans la période carolingienne. La période carolingienne, c'est entre 751 et 987 à peu près. Il faut savoir que les rois mérovingiens règnent encore officiellement, mais ils ont perdu une grande partie de leur pouvoir réel. Les carolingiens ne sortent en fait de nulle part à l'origine. Pour résumer, ce sont deux grandes familles franques qui s'unissent vers 630 par un mariage. Le fils d'Arnaud de Metz et Gisèle et épouse de Béga. Donc épouse Béga, c'était la fille de Pépin de Landenne. Et cette alliance donne naissance à une lignée assez puissante qui s'appelle les Pépinides. De cette lignée viennent Pépin de Herstal, père de Charles Martel, puis Pépin le Bref, qui devient roi en 754 et fonde du coup la dynastie carolingienne. Au début du 8e siècle, le monde franc est profondément bouleversé, tandis que le califat musulman s'étend rapidement son territoire vers l'ouest, et le royaume franc connaît aussi de fortes tensions internes. À cette époque, le pouvoir réel n'est plus entre les mains des rois mérovingiens, mais, comme on a vu dans la vidéo précédente, entre les maires du palais. Et Pépin de Herstal, qui est maire du palais d'Austrasie, tente de maintenir l'unité du royaume et contenir les menaces extérieures. Son principal opposant est le duc d'Eudes d'Aquitaine, on verra sur la petite carte qu'il y a à côté, qui dirige un duché assez puissant et largement autonome dans le sud-ouest. Tous les deux sont censés reconnaître l'autorité du jeune roi mérovingien Dagobert III, encore enfant et sans véritable pouvoir. D'ailleurs, on s'est demandé pourquoi il y faisait là à cette époque. En 714, à la mort de Pépin de Herstal, la situation dégénère. En Neustrie, vous vous rappelez, on remet la petite carte pour savoir où se trouve la Neustrie, les grands du royaume placent au pouvoir Ragenfrid, ou on peut dire aussi Rainfroid. Et en Austrasie, c'est le fils de Pépin, Charles Martel, qui revendique l'héritage politique de son père, et du coup, une guerre civile éclate entre les deux grandes régions franques. Voilà comment ça s'est passé à peu près. Après plusieurs affrontements, Charles Martel, soutenu par l'aristocratie austrasienne, l'emporte en 719. Il devient alors le principal dirigeant du royaume franc en tant que maire du palais, et même si un roi mérovingien demeure officiellement sur le trône. Pendant ce temps, l'expansion musulmane se produit en Europe occidentale, et après la conquête du royaume wisigoth en Espagne, les armées venues d'Al-Andalus progressent vers le nord et occupent certaines villes du sud de la Gaule, comme celle de la région de Narbonne et du littoral méditerranéen. Elles cherchent également à étendre leur influence vers le duché d'Aquitaine, ce qui accentue encore les tensions politiques et militaires dans le sud du royaume franc. Les amis, nous sommes ensuite en 721. Le duc d'Eudes d'Aquitaine arrête une première offensive à Toulouse, mais les raids continuent. Il faut savoir que Charles Martel n'intervient pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il a d'autres priorités, notamment consolider son pouvoir en Francie, sécuriser les frontières du nord et de l'est, et il mène des campagnes en Germanie et annexe notamment la Frise. La Frise, ça correspond à peu près aux actuels Pays-Bas, surtout pour avoir les échanges commerciaux de la mer du Nord. Ensuite, pendant qu'il est occupé au nord, les armées musulmanes coquines, elles remontent à nouveau vers le nord, et face au danger, Eudes d'Aquitaine et Charles Martel s'entendent. Ils unissent leurs forces, et en 732, près de Poitiers, Charles Martel arrête l'avancée dirigée par Abderrahmane. C'est une victoire importante, elle renforce énormément son prestige, et elle fait de lui le protecteur de la chrétienté en Occident. Charles Martel comprend très vite que pour maintenir son pouvoir, il faut une armée solide. Pour cela, il va faire quelques réformes. Il va confisquer certaines terres d'église, il va les distribuer à des guerriers fidèles et exige en échange un service militaire. Pour lui, seule une élite
équipé, peut désormais combattre efficacement, et c'est la base de ce qui deviendra plus tard la noblesse militaire médiévale. Ensuite, eh bien, Charles Martel meurt sans avoir pris le titre de roi. Ses deux fils deviennent maires du palais. Carloman en Austrasie, je vous remets la petite carte, et Pépin le Bref en Austrie. Ils doivent affronter une révolte soutenue par le duché de Bavière et le duché d'Aquitaine. Puis, en 747, eh bien, Carloman se retire dans un monastère en Italie. Ça s'appelle le monastère du Mont Cassin. D'ailleurs, très joli monastère pour ceux qui connaissent. Et Pépin va donc rester le seul maître du royaume. Et c'est là qu'il veut aller plus loin. Il ne veut plus seulement exercer le pouvoir, il veut aussi la légitimité royale, ce qui mène en 751. Allez les amis, je vous propose de continuer un petit peu l'histoire ensemble. On va voir maintenant le fils de Charles Martel, Pépin le Bref. Pépin le Bref, eh bien, il appartient à une grande famille franque qu'on appelle les Pépinides. Depuis plusieurs générations, les hommes de cette famille sont maires du palais. Et ils détiennent le véritable pouvoir sous les derniers rois mérovingiens. Contrairement à ses prédécesseurs, Pépin le Bref va franchir une étape décisive puisqu'il déposera le dernier roi mérovingien Childéric III, l'envoie au monastère et se fait proclamer roi. Il fonde ainsi une nouvelle dynastie, les Carolingiens. C'est le fils de Charles Martel et le père de Charlemagne. Et on dit le Bref, pourquoi? Parce qu'il était de petite taille. En fait, il y a un truc qu'il faut savoir. Il va franchir une étape décisive puisqu'il va poser une question au pape. Il va lui demander qui doit être roi. C'est celui qui exerce le pouvoir ou c'est celui qui porte le titre? Et le pape répond, eh bien, c'est celui qui exerce le pouvoir. Et qui était ce pape à l'époque? C'était Zacharie. Et vous allez me dire pourquoi Pépin le Bref a posé la question au pape plutôt qu'à une autre personne. Le Pépin, en fait, il avait déjà le pouvoir, mais pas la légitimité. On sait qu'il commande l'armée, qu'il gouverne, qu'il prend les décisions, mais à cette époque, officiellement, le roi est encore Childéric III, le dernier roi mérovingien. Et à l'époque, être roi, ce n'est pas seulement gouverner, c'est aussi une question de sacralité. En fait, les Mérovingiens étaient vus comme une dynastie choisie par Dieu. Les Mérovingiens avaient donc la couronne héritée de l'empereur romain d'Occident, mais pas le pouvoir. Donc Pépin ne peut pas simplement prendre la couronne sans justification religieuse. Donc les Carolingiens avaient le pouvoir avec les maires du palais, et on finit par prendre la couronne. Les amis, maintenant vous savez pourquoi Pépin le Bref est allé voir le pape Zacharie, qui lui a dit désormais, bien que celui qui est roi, c'est celui qui exerce le pouvoir. Pépin le Bref recherchait la légitimité religieuse, puisque la religion structure la société. Un roi doit être reconnu par Dieu, et que le pape, à cette époque, représentait la plus haute autorité spirituelle en Occident. Enfin, cela arrangeait bien aussi le pape, puisque le pape, à cette époque, est menacé par les Lombards en Italie. L'Empire byzantin ne le protège plus. Il a besoin d'un protecteur puissant. Et en soutenant Pépin, le pape gagne un allié militaire. En conséquence, Pépin devient roi en 751 et prend le pouvoir royal. C'est la naissance officielle de la dynastie carolingienne. Et en 754, il est sacré par le pape Étienne II. Il intervient en Italie pour défendre le pape, il donne au pape des territoires, et donc c'est la naissance des États pontificaux. Les amis, maintenant, que se passe-t-il exactement en Auvergne à cette époque? Il faut savoir que loin des grandes cérémonies et du sacre royal, la région vit une période de transition. L'Auvergne fait partie du royaume franc, elle n'est pas indépendante, elle est dirigée par un comte représentant du roi. Son rôle est de maintenir l'ordre, de lever les guerriers si le roi l'exige, et de rendre la justice au nom du souverain. Mais le pouvoir royal, même renforcé par Pépin, eh bien, reste assez lointain. Ici, ce sont surtout les grandes familles locales et l'Église qui structurent la vie quotidienne, car Clermont est un centre religieux majeur, les amis. L'évêque de Clermont, Étienne II ou Stéphanus, pour en retenir, joue un rôle très important aux côtés du comte. Brioude rayonne grâce au culte de Saint-Julien. Alors Brioude, c'est en Haute-Loire, dans le 43. Pépin, lui, cherche à consolider son autorité. Il s'appuie donc sur les comtes et sur l'Église pour stabiliser le royaume. Son nom n'est pas clairement connu, mais son rôle est essentiel. Il représente l'autorité royale dans la région. Ce n'est que plus tard, au IXe siècle, que le comté d'Auvergne deviendra une puissance locale dirigée par des familles bien identifiées. Les premiers comtes d'Auvergne clairement identifiés, actifs sous les Carolingiens, on peut citer Guérin, mais beaucoup plus tard, sous Charlemagne, qu'on va voir juste après, car tout de suite l'Auvergne est encore sous l'influence des ducs d'Aquitaine. Les amis, on avance un peu, on est en 768, Charlemagne, Charles Ier devient roi des Francs. Il hérite d'un royaume puissant construit progressivement par les souverains francs depuis environ 3 siècles.
À la tête d'une armée solide et bien organisée, il renforce encore son efficacité grâce à plusieurs réformes. Charles mène de nombreuses campagnes militaires afin d'étendre son territoire, mais aussi pour assurer la fidélité des grands seigneurs. En effet, il récompense l'aristocratie guerrière en lui distribuant des terres et une part du butin obtenu lors des conquêtes. Pour consolider son pouvoir, il met en place plusieurs mesures importantes. Par exemple, il exige que les hommes libres capables de combattre participent à l'ost, donc le service militaire royal, et développe également le système des comptes chargé d'administrer les territoires au nom du roi et envoie des missi dominici, des envoyés royaux chargés de contrôler les autorités locales et faire respecter les décisions. Ces réformes permettent en fait à Charlemagne de mieux contrôler son vaste royaume tout en soutenant son expansion militaire. Les amis, on est en 774, Charlemagne s'empare du royaume des Lombards. Les Lombards, c'est en Italie, il devient roi des Lombards. Cette conquête lui permet d'étendre son pouvoir sur une grande partie de la péninsule italienne et de renforcer sa position en Europe. En contrôlant toute l'Italie du Nord, il protège également le pape installé à Rome et consolide aussi son alliance avec la papauté. Et oui, ce rapprochement avec l'Église renforce son autorité et cela prépare le couronnement impérial qui aura lieu quelques années plus tard. Les amis, ensuite, en 776, Charlemagne engage une longue guerre contre les tribus saxonnes. Cette conquête s'avère particulièrement difficile. Il lui faudra plus de 20 ans pour soumettre définitivement ce territoire, marqué par de nombreuses révoltes. Parallèlement, il poursuit son expansion dans d'autres régions. Il étend son autorité vers le sud, puis soumet la Bavière, la Frise, qui correspond aux actuels Pays-Bas, et une partie de la Bretagne, renforçant aussi considérablement la puissance du royaume franc. En 800, Charlemagne, ça y est, il est couronné empereur à Rome. Son empire est alors immense et couvre une grande partie de l'Europe occidentale. Selon la tradition franque du partage de l'héritage, les biens du père doivent être particulièrement répartis entre tous les fils, sans avantage particulier pour l'aîné. Cependant, plusieurs de ses fils de Charlemagne meurent avant lui, ce qui rend ce partage inutile. À sa mort, seul son fils, Louis le Pieux, hérite donc de l'ensemble de l'Empire. Mais Louis le Pieux, lui aussi, à son tour, il doit respecter la règle de division entre les héritiers. Il prévoit de répartir l'Empire entre ses fils. Et là, il y a une petite subtilité à comprendre, puisqu'avec sa première épouse, Ermengarde de Hesbaye, on a Lothaire. Lothaire, c'est l'aîné qui devient donc l'héritier principal et reçoit le titre impérial. Et Pépin d'Aquitaine et Louis le Germanique, donc les frères, reçoivent, eux, des royaumes secondaires, mais restent soumis toujours à Lothaire. Ce qui entraîne donc des rivalités, des tensions et des conflits au sein de la dynastie carolingienne. Et ensuite, avec la seconde épouse, Judith de Bavière, la naissance de Charles le Chauve bouleverse cet équilibre. En voulant lui accorder une part de l'héritage, l'empereur provoque la colère des autres fils, et cette décision déclenche des rivalités, des guerres civiles au sein de la dynastie carolingienne. Les amis, ensuite on arrive tout doucement à la fin de la période carolingienne, puisque toujours hostiles aux différents plans de partage envisagés par leur père, les fils de Louis le Pieux se révoltent à plusieurs reprises. La fin de son règne est marquée par des tensions constantes, de véritables guerres civiles opposant les frères entre eux et parfois les fils à leur père. Après la mort de Louis le Pieux en 840, les conflits durent environ pendant 3 ans. Un accord est conclu avec le traité de Verdun en 843 qui organise le partage de l'Empire et Louis le Germanique va recevoir la Francie orientale. Lothaire Ier, l'aîné, obtient une vaste bande centrale du territoire du nord de l'Europe jusqu'à l'Italie et Charles le Chauve, enfin, lui, reçoit la Francie occidentale correspondant au territoire de la future France. Ce partage marque une rupture majeure et prépare la formation des futurs royaumes européens. La dynastie carolingienne ne s'effondre pas brutalement, elle s'éteint lentement affaiblie par les divisions, les invasions et aussi par la montée des pouvoirs locaux. En 987, avec l'arrivée d'un très grand seigneur, Hugues Capet, une nouvelle dynastie prend le relais, les Capétiens. L'histoire des Carolingiens se termine. Place à la recherche des traces carolingiennes sur l'Auvergne. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo en Auvergne, bien sûr. Et prenez bien soin de vous. Ciao! En
Entre le 8e et le 10e siècle, sous l'impulsion de souverains comme Charlemagne, l'Auvergne s'intègre à l'ensemble de l'Empire carolingien. C'est alors un territoire largement rural, marqué par ses reliefs volcaniques et un certain isolement, où le pouvoir cherche à structurer l'espace en s'appuyant fortement sur l'Église, véritable relais d'autorité et d'organisation. Plusieurs centres religieux jouent ainsi un rôle essentiel. Par exemple, à Moza, dans le Puy-de-Dôme, l'abbaye gagne en importance avec l'arrivée de reliques prestigieuses, renforçant son influence. À Brioude, en Haute-Loire, la basilique Saint-Julien s'organise dès le IXe siècle sous l'autorité de Louis le Pieux, illustrant cette volonté d'encadrement religieux. Le site de Manlieu dans le Puy-de-Dôme participe également à cette structuration, une abbaye bénédictine les plus importantes du royaume d'Aquitaine, tout comme Ébreuil dans l'Allier, où l'on perçoit encore aujourd'hui des traces de cet héritage carolingien. Mais cette époque ne se résume pas à ces grands pôles. L'Auvergne est avant tout un territoire de petites communautés rurales, parfois installées dans des zones isolées. À Varennes, tout près du lac Chambon dans le Puy-de-Dôme, des indices d'occupation montrent une vie organisée autour de l'élevage et de l'exploitation des ressources locales, y compris en altitude. Situé sur un axe de circulation ancien, ce secteur s'inscrit aussi dans ce que l'on appelle les routes du sel, ces chemins empruntés dès le haut Moyen-Âge pour transporter une ressource essentielle à la conservation des aliments. Les recherches ont montré que différentes roches ont participé à la construction de ce site castral, notamment du basalte et de la sensillite. Pour plus d'informations, vous trouverez le lien en description. Peu à peu, le territoire se structure entre pouvoir politique et encadrement religieux, posant les bases de la société médiévale à venir. Même si les vestiges visibles restent rares aujourd'hui, l'héritage carolingien est bien présent dans l'organisation des paysages, l'implantation des villages et l'émergence de l'architecture romane. L'Auvergne apparaît ainsi comme un espace en pleine construction entre centre religieux influent et monde rural omniprésent, annonçant déjà le Moyen-Âge classique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager autour de vous et à soutenir cette belle initiative locale.